bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux à cette conférence. Tout d'abord, un changement de programme à vous annoncer, puisque Yann Leroux, initialement prévu pour débattre ici, s'est décommandé en dernière minute hier. Et Yann, qui est docteur en psychologie et psychanalyste, alors sans dévoiler de secret médical, il a dû accompagner une patiente en urgence à l'hôpital hier. Il souhaitait une chouette de venir, mais bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. En attendant, vous pouvez toujours lire son petit bouquin, super intéressant, les jeux vidéo, ça rend pas idiot. Et consulter son blog, Psy et Geek. Voilà, pour aujourd'hui, c'est Thomas Gaon qui nous fait l'honneur de nous rejoindre au pied levé, et on leur remercie vivement. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas Gaon est psychologue clinicien, diplômé en psychopathologie clinique et en ethnométhodologie à Paris 7. Il est également membre de l'OMNSH, l'Observatoire des mondes numériques et des sciences humaines. Je suis également accompagnée de Nicolas Péris. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas est animateur multimédia à la Petite Bibliothèque Ronde, qui est une bibliothèque associative jeunesse, et ça depuis 5 ans. Il a mis en place une offre éclectique qui est centrée autour des ordinateurs, notamment avec des ateliers multimédia, et depuis 1 an et demi, une offre de consoles de jeux, DS et Wii, et des tablettes tactiles avec des iPads et des Galaxy Tab. Nicolas aime aussi jouer aux jeux vidéo. Oui, j'ai le temps. Voilà, donc pour commencer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, comment les jeux vidéo participent au développement de l'imaginaire des enfants. Donc on va en débattre et je vous invite à réagir à ce qui a été dit à la fin de la séance. Pour commencer, je voudrais vous lire cette citation de Yann Leroux qui nous dit « Jouer à un jeu vidéo, c'est incarner la figure antique du héros ». Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? Alors, c'est effectivement un axe majeur en fait du jeu vidéo. Je vais essayer de reprendre sur l'histoire un peu du jeu vidéo, comment il se situe, en quoi c'est à la fois un jeu et c'est autre chose qu'un jeu, c'est plus que ça. Et puis aussi par rapport à la question de l'imaginaire qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, quand on parle du héros, on a souvent cet idéal en fait qui est dans la culture depuis extrêmement longtemps, qui est en fait qui est un peu un prototype dont Vladimir Propp a fait le parcours en tout cas. C'est-à-dire généralement du petit enfant, c'est une progression du petit enfant vers l'âge adulte, avec toutes les étapes importantes du développement, qui suit en fait la progression de l'enfance à l'adulte dans certaines cultures, notamment la culture occidentale, mais on a des parcours héroïques dans d'autres cultures, et qui concernent principalement donc la séparation, la rencontre des pairs, la possession d'objets, notamment d'armes par exemple, la confrontation avec la menace, alors qui peut être représentée soit par qui est toujours qui peut être un ancêtre, qui peut être la mère archaïque, le père oedipien qu'on va affronter, et puis on va pouvoir soit revenir, mais cette fois différent de quand on est parti, c'est-à-dire devenir un homme, revenir en tant qu'homme, et voilà, on connaît la fin de certains contes, par exemple, c'est mariage de beaucoup d'enfants, etc., etc. Donc ce mythe, cette narration-là, elle est extrêmement présente dans la culture, dans l'inconscient, et notamment dans les œuvres imaginaires, qu'on a, encore une fois, depuis l'Antiquité. Les jeux vont en fait certains jeux vont reprendre cette structure-là et permettre que le joueur la réalise. Alors, il faut bien, c'est un mot anglais réaliser, mais pour le coup il colle assez bien. C'est-à-dire, c'est la fonction du jeu, c'est de considérer que la réalité ludique est équivalente à la réalité, je dirais, en chair et en os. C'est un peu ça la scène du jeu, c'est toujours une seconde scène sur laquelle on va pouvoir faire ce qu'on aimerait, ce qu'on n'a pas pu aussi des fois faire véritablement. De ce point de vue-là,
dans l'économie du jeu vidéo. À partir du moment où surtout vous avez commencé à avoir de la narration, eh bien, les créateurs de jeux ont commencé à adapter cette structure-là progressive, qu'on trouve déjà dans les années 60-70 dans les jeux de rôle principalement, notamment, et ils vont commencer à l'intégrer dans des scénarios de jeux vidéo. Donc, vous avez deux types de jeux vidéo à partir des années 70-80. Vous avez les jeux qu'on va dire sportifs qui continuent, c'est Pong, c'est Tetris, c'est les jeux de vaisseau, enfin c'est énormément de jeux, les jeux dits sportifs en fait, des jeux d'adresse. Et vous avez en parallèle, mais c'est très peu connu, déjà des jeux de rôle, les jeux de rôle en ligne, ce qu'on appelle les multi-user dungeons, qui sont joués généralement par des étudiants en fait, parce que c'est sur les universités dans les universités américaines. Et là, c'est des structures typiques du jeu de rôle, c'est-à-dire progression du héros, conquête phallique de la puissance, devenir le plus puissant, triompher en groupe contre les forces du mal, choses comme ça. Donc de ce point de vue-là, les jeux vidéo, parce qu'il n'y en a pas qu'un, peuvent emprunter dans les structures narratives à cette culture-là, au final, qui en fait correspond à la construction d'une identité, notamment, principalement, une identité masculine. Nicolas, cette identité-là, comment tu vas la retrouver dans ces jeux vidéo? Toi, tu te posais la question aussi à partir de... Enfin, il y a des jeux vidéo très très différents. Oui. Justement, dans un... Comment on va s'identifier à un jeu sportif? Comment on va s'identifier à un Pong, à un Tetris? Voilà, ce genre de jeu où finalement il n'y a pas de figure identifiable humainement, si je puis dire. Alors ça c'est la question de l'avatar. En fait, souvent, le modèle qu'on a par rapport au jeu vidéo, c'est de considérer souvent le jeu vidéo. En fait, comme le jeu vidéo est un nouveau médium, il faut le rapprocher de quelque chose. Alors certains vont dire, c'est comme de la bande dessinée, c'est comme du dessin animé, c'est comme du film, donc tout ce qui est dehors de ce qu'on va appeler du médium, du média, notamment du média visuel, avec beaucoup d'insistance sur le côté visuel. Vous avez beaucoup de travaux sur l'analyse filmique ou esthétique du jeu vidéo, donc avec à la fois le jeu vidéo comme texte, donc la narration, et à la fois le jeu vidéo comme film ou image, donc là l'aspect cinéma. Mais à partir des années 2000, vous avez tout un courant d'études qui dit non, c'est pas le plus important dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, en fait, il faut le prendre comme un jeu, un véritable jeu. Et de ce côté-là, on a quelque chose qui vient du côté de l'adresse, en fait. C'est-à-dire par exemple, rappelez-vous, le jeu de Chamboule-Tout que vous avez dans les fêtes foraines, c'est-à-dire c'est un jeu où on tire sur des briques, sur des canettes. Et en fait, on considère que le jeu vidéo, une partie du jeu vidéo, repose sur de l'adresse physique. Or, en fait, ces deux faces, elles sont dans le jeu vidéo, et c'est très très rare, elles sont condensées. Elles peuvent être superposées. Alors des fois, on a des formes pures. Tetris, c'est un puzzle automatisé, c'est une forme assez pure. Et puis, vous avez des formes typiquement strictement narratives. Des jeux vidéo qui sont les jeux d'exploration, par exemple, comme Myst, ce genre de choses, très très peu de gameplay au sens véritable. C'est plus un jeu d'énigmes, d'enquête à la limite, et d'émerveillement. Et en fait, on n'a pas dans l'histoire, on a très peu de structures qui combinent du narratif, de l'imaginaire, ce qu'on va appeler l'imaginaire, et du mécanique, physique, corporel. Par exemple, il faut penser au catch. Pour en trouver, il faut penser au catch. Le catch, vous avez à la fois du sportif et à la fois derrière un imaginaire. Les gens sont plus que ce qu'ils sont. C'est un peu ça. Le jeu vidéo arrive à les combiner. Et en fait, l'identification qui se passe au niveau du jeu vidéo, elle est double. Elle est d'un point de vue physique. En fait, en premier lieu, elle est toujours, enfin pratiquement toujours physique, c'est-à-dire corporelle. Le lien à l'avatar, il est corporel, c'est-à-dire qu'en fait, il est basé sur le fait que quand vous fassiez un mouvement sur la manette, tout d'un coup, ça répond. En fait, c'est une liaison corporelle qui fait qu'on se sent dans le jeu. Donc ça, c'est un type d'immersion ou d'identification qu'on appelle primaire, qui est propre à l'interactivité, qui est vraiment spécifique, qu'on trouve dans d'autres contextes d'interaction homme-machine, mais qui est vraiment là très principal en fait, qu'on a dans la conduite automobile en fait, par exemple. Vous savez, quand
tout d'un coup notre corps il va être commencé, on va considérer que les bords de la voiture, il y a une extension des frontières du moi en fait, et la voiture, eh ben, ça fait partie de nous et on l'a intégré. Mais comme vous avez plein de choses, quand vous avez un outil par exemple. Tout ça c'est très, je dirais, corporel, vraiment corporel. Et puis vous avez l'immersion la narrative, hein, c'est-à-dire en fait de rentrer dans une histoire. C'est-à-dire où les éléments du jeu narratif, donc ça peut être des images, ça peut être du texte, vont vous toucher personnellement et vous allez trouver dans ces images ou dans ce texte eh bien, quelque chose qui fait écho en vous et où en fait vous allez ce qu'on appelle le trait unaire ou le trait unique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de commun à vous deux qui fait que ça vous parle. Alors typiquement l'identification, qu'est-ce que c'est? C'est très simple comme mécanisme et le jeu vidéo le réalise parfaitement. L'identification de façon classique, ce que font les enfants et que vous avez déjà à partir de, vous voyez, des très jeunes, hein, dès 1 an et demi, 2 ans, vous avez l'identification. On appelle généralement imitation par exemple, où les enfants voient quelqu'un faire quelque chose et ils le copient. L'identification fonctionne toujours un peu de la même manière, on se met à la place de l'autre, on fait ce qu'il fait, on utilise les mêmes mots que lui, on regarde ce que ça fait, si c'est plaisant, on le récupère en nous, on le devient.